Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Salade Geek, votre podcast 100% geek, 100% pop culture. Je suis comme à chaque fois avec l'ami Flo. Comment vas-tu mon cher Flo ? Salut Gérald, écoute, c'est la forme, c'est les vacances, comme toi je crois d'ailleurs. Tout à fait. Donc, prêt pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va parler un peu de jeux vidéo, de gaming, et on va vous proposer ce premier épisode d'une série consacrée à nos jeux vidéo préférés, toutes consoles confondues, toutes générations confondues. Alors évidemment il y en a beaucoup, donc on ne pouvait pas le faire en un seul numéro. C'est pourquoi on va commencer tranquillement avec un jeu chacun par épisode. On parlera de nos coups de cœur, on parlera de jeux qui nous ont transportés pendant toutes ces années, et il y a de quoi faire. Et donc pour ce premier épisode et ce premier focus, je te laisse la parole mon cher Flo, à toi l'honneur. Quel est le premier jeu que tu voulais mettre à l'honneur ? Moi j'ai voulu parler aujourd'hui du tout premier Call of d'Activision, sorti sur PC, en tout cas en Europe en novembre 2003. Ça fait 20 ans déjà. 20 ans, le temps passe vite. Et là très certainement au moment où je suis en train de vous parler, vous devriez entendre déjà une sublime musique de Michael Giacchino, présente sur le premier Call of, effectivement. Et oui, encore Michael Giacchino. Si vous avez toujours pas compris, je lui voue un véritable culte, et à juste titre. Mais avant de vous parler, avant de rentrer dans les détails de ce jeu, je voudrais un petit peu recontextualiser les choses, parce que c'est très important de resituer un petit peu les choses avant de vous parler de ce jeu. Donc là, on est en 2003, quand le premier Call of sort. Le soldat Ryan, mythique film, est sorti 5 ans avant. On a eu le droit entre-temps à la série Band of Brothers, sortie en France en 2001. On a eu le droit, je peux aussi citer Stalingrad de Jean-Jacques Hano, on aurait pu dire Pearl Harbor, La Ligne Rouge de Terrence Malick. Et donc on a été gâtés en termes de cinéma, mais aussi en termes de jeux vidéo, parce qu'on a eu le droit aussi au sublime Medal of Honor sur PlayStation et également sur PC. Donc pour les passionnés d'histoire comme moi, je pense que ça a été un véritable âge d'or pour nous, cette petite période. Et ça s'est ressenti dans les jeux vidéo. Voilà. Et alors pour la petite histoire, comment j'ai découvert ce jeu, le petit passionné qui était en moi a rendu visite à l'époque à un de ses oncles qui adorait aussi les jeux vidéo et qui adorait comme moi la Seconde Guerre mondiale. C'est lui-même qui m'avait fait découvrir d'ailleurs les Medal of Honor, et il m'a dit: Flo, installe-toi, aujourd'hui je vais te montrer le jeu qui va détrôner les Medal of Honor. Et moi j'y croyais pas parce que Medal of Honor c'était ce qu'il y avait de mieux à l'époque. C'était le must produit par Spielberg, avec des mises en scène dignes du cinéma. C'était impossible qu'on détrône on est à l'époque de la PlayStation 2 là, c'est ça Alors du coup 2003, la PS2 est sortie, je crois qu'elle était sortie en 2000-2001. Donc on avait déjà eu le droit à 2 Medal of Honor sur PlayStation 1, et donc le Medal of Honor débarquement allié sur PC avec ses add-ons, et également un Medal of Honor sur PlayStation 2 en première ligne. Donc c'était du beau travail, quoi. Mais du coup, il a lancé le jeu, et là, j'ai pris une claque dans la tronche. J'ai compris qu'à partir de ce moment-là, il y aurait un avant et un après en termes de jeux vidéo, en tout cas historique sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce jeu, pour la petite histoire, il comporte 26 missions réparties en 3 campagnes, et on commence au tout début en incarnant un soldat américain au camp de Tocoa. Alors, pour ceux qui ont suivi la série Band of Brothers, le camp de Tocoa, c'est ce fameux camp d'entraînement de la Easy Company. Donc c'est là où les parachutistes américains se sont entraînés avant de partir en Angleterre, et avant de sauter en Normandie. Et alors là, on va de surprise en surprise, parce que tout l'univers cinématographique qui précède la sortie de ce jeu est retranscrit carrément dans ce Call of Duty. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on passe de l'attaque du manoir de Brécourt, qu'on voit également dans Frères d'Armes, à la campagne anglaise, avec l'attaque du pont de Pegasus Bridge, qu'on aperçoit dans le mythique film Le Jour le plus long. C'est ce fameux pont où les planeurs atterrissent de nuit, et c'est ce fameux pont finalement qui est très décisif pour les Alliés, qui doit être pris et gardé à tout prix. Et surtout, comble du comble, on incarne dans la 3e campagne un soldat russe à Stalingrad. On arrive en bateau, on traverse la Volga, comme dans le film de Jean-Jacques Hano.
avec Jude Law, on traverse en bateau la Volga, on se fait tirer dessus par les avions, etc. On arrive sur les quais, et là, c'est du grand cinéma, on incarne un soldat russe à Stalingrad. C'est juste fantastique, les mises en scène sont juste extraordinaires. Donc, ce film, pour moi, ça a été ce jeu vidéo, pour moi, l'absus révélateur. L'absus révélateur, effectivement. Ça a été ça a été, je veux dire, un coup de cœur absolu. J'y ai joué pendant. On le sent dans ta voix, il y a un petit peu d'émotion quand tu en parles. Oui. Ça je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit que cet épisode-là serait un peu particulier. On serait beaucoup dans le pathos, hein, je pense, parce que c'est un jeu qui parle à des millions de gens, je pense. Tous des millions de passionnés comme moi qui en plus d'avoir eu la chance de pouvoir apprécier ces films au ciné, de pouvoir aussi jouer à des jeux qui abordent ces thèmes-là tellement importants, historiquement parlant. Et c'est du grand bonheur, en fait, tout simplement. Donc rien qu'en y repensant, effectivement, c'est vrai que j'ai la chair de poule. Et encore une fois, le tout est sublimé par la musique fantastique de Giacchino, qui est pour moi au sommet de son art. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait bossé sur les Medal of Honor à l'origine. Et il faut croire que les gars d'Activision, ont tout fait pour tuer la saga Medal of Honor, hein, parce qu'ils ont, non contents de récupérer les développeurs de Medal of Honor, ils ont aussi réussi à récupérer finalement le compositeur, qui a fait un bon bout de chemin avec eux, et qui nous a offert des thèmes fantastiques, clairement. Et donc pour moi, ce jeu, ça a été vraiment une claque. Et je peux pas parler là de Call of Duty, en tout cas le premier, sans parler également du mode multijoueur. Ça a été pour moi ma première expérience en ligne, de jeu en ligne, parce que en 2003, j'avais 12-13 ans. Internet, c'était pas répandu comme maintenant, donc on n'avait pas tous la chance d'avoir Internet, on n'avait pas tous la chance d'avoir des PC performants, donc quand d'autres s'étaient déjà essayés aux jeux en ligne avec Counter-Strike ou d'autres jeux qui permettaient de faire ça, moi ça a été ma première expérience, et avec en plus de ça les copains d'enfance de l'époque qui eux aussi jouaient en ligne avec moi, donc ça a été aussi une autre manière de prendre du bon temps ensemble, hein, de s'amuser, et surtout aussi de faire des rencontres en ligne avec des inconnus, mais des joueurs du monde entier, et de faire des premières teams, des premières alliances en ligne avec des potes du monde entier. Et ça a été une expérience inoubliable. Ça n'a pas été la dernière, mais en tout cas, ça a été quelque chose pour moi de très 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 important. Et je tenais à en parler aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'est un jeu de guerre finalement qui rassemble les joueurs du monde entier. Voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais je tenais à le dire. C'est un peu ça, surtout qu'on avait de toutes les nationalités, y compris des Allemands. C'est bête à dire, mais et qui avaient d'ailleurs des teams fantastiques et qui étaient d'ailleurs fort sympathiques. J'ai d'excellents souvenirs de parties en ligne avec des joueurs allemands, alors soit au micro, soit au texte, parce qu'à l'époque on pouvait encore taper en jouant, taper des messages en jouant. Alors juste pour préciser, Call of Duty c'est du FPS. C'est du FPS, tout à fait. Voilà. Ce qui explique pourquoi je n'y ai jamais vraiment joué, parce que j'ai un peu de mal avec les FPS. Moi, j'ai besoin d'avoir le personnage, tu vois, de le personnifier. Alors, je peux comprendre mais en fait, moi, c'est un problème vraiment visuel. Hein. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je commence à avoir mal aux yeux. Tu vois, c'est pas instinctif pour moi, je trouve, le FPS. Mais voilà, je te redonne la parole. Non, mais t'as raison. Alors, c'était là où Medal of Honor s'était un peu démarqué par rapport à ça, parce que le personnage qu'on incarnait dans le premier, c'était le lieutenant Patterson, donc c'était le même personnage qu'on incarnait tout le temps. Dans le deuxième, c'était d'ailleurs fait assez inédit. Une résistante française du nom de Manon. Je crois que c'est la première et la dernière fois que c'est arrivé, ça. Alors, c'est pas... je pense qu'il y a un contexte géopolitique derrière tout ça, mais tous les résistants qu'on a incarnés dans les jeux vidéo après étaient soit américains, soit en tout cas pas français, tous sauf français. Et il y a peut-être une raison par rapport à la guerre en Irak en 2003, où on a commencé à subir du French bashing de la part des Américains, comme on a refusé de partir au front avec eux. Et le dernier jeu qui parle de la résistance française, c'est Saboteur, qui est sorti en 2009 ou 2010 sur Xbox 360.
Et comble du comble, le résistant qu'on incarne dans un Paris modélisé durant l'occupation façon GTA, c'est un Américain. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est un peu débile, mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais pour le coup, c'était des personnages qu'on incarnait vraiment. Alors là, effectivement, dans les Call of, on incarne 3 personnages distincts, un Américain, un Anglais, un Russe, qui ont un prénom pour autant, mais dont le background n'est pas aussi bien développé, on va dire, que dans un Medal. Voilà. Mais ça pour moi, c'était du détail, parce que ce qu'on voulait, c'était vivre dans un jeu vidéo toutes les scènes mémorables qu'on a eu droit au ciné, quoi, finalement. Et d'ailleurs, par la suite, les Call of ont renouvelé l'expérience dans le 2 avec des scènes mythiques, notamment la montée de la Pointe du Hoc en Normandie. Ceux qui ont vu le jour le plus long verront de quoi je parle. Hein. C'est les fameux soldats américains qui escaladent une falaise avec des harpons, des grappins, tout ça pour aller prendre finalement des batteries qui n'étaient pas là. Et donc voilà, les Call of, leur force a été vraiment de pousser le cinéma à son paroxysme dans le jeu vidéo. Je pense les Medal avaient déjà très bien fait ça. Mais eux, ils sont arrivés et puis ils ont posé la petite cerise sur le gâteau. Et encore une fois, c'est vraiment ce petit bonbon qu'on aime souvent aborder, toi et moi, tu sais, quand on nous donne le bonbon qu'on veut. Mais clairement, dans tous ces jeux-là, c'est vraiment les petits bonbons, moi, qui m'ont toujours fait, les petits bonbons qui m'ont fait plaisir, tu vois. Voilà, c'est exactement c'est l'image parfaite. C'est le petit bonbon qu'on te donne, à toi, le petit passionné, et qui te fait plaisir. Ouais. Et donc toi, tu me disais que t'as jamais joué à des jeux comme ça, ni d'autres jeux de l'époque, même pas des jeux de stratégie où tu jouais pas à ça? Très peu, très peu. En fait, si tu veux, bon déjà, à l'époque, j'avais pas de console en ligne. En fait, je jouais que à des campagnes solo sur mes jeux Mhm. parce que je partais du principe. Alors, je faisais énormément de musique, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps de jouer. Ouais, bien sûr. Je m'y suis mis très tard en fait à jouer à ce genre de jeu. Donc non, effectivement, Call of Duty, j'ai vu tourner. Mais quand j'y ai rejoué, donc les années d'après, parce que j'ai joué, je crois que j'avais dû tester le Call of Duty 3, il me semble. Ah, Black c'était Ops, peut-être. peut-être Black Ops 3, pour te dire, c'est récent. Hein. Ah ouais, Il y a ouais. moins de 10 ans, un truc comme ça. Hmm. Et j'avais pas aimé, c'était vraiment ce côté FPS, en fait, si tu veux. Moi, le FPS, j'en étais resté à GoldenEye sur la. Mais Sur la N64, voilà, merci. ouais, bah oui, bien sûr. Mais tu vois, voilà, et le côté réaliste aussi, effectivement, moi, me posait aussi un peu de problème. Ce côté réaliste de la guerre, c'est pas forcément. Je dis pas que le sujet m'intéresse pas, au contraire, hein, c'est passionnant, mais le fait de mettre en image, le fait de mettre en jeu, justement, des armes de guerre, des choses comme ça, Mhm. moi, ça m'a. Je jouais pas forcément aux jeux vidéo pour ça, en fait. C'est pas ce que j'attendais d'un jeu vidéo. J'attendais plutôt d'un jeu vidéo qui me transporte dans un univers qui n'existe pas forcément, quoi. Bien sûr, ouais. Voilà Mhm. pourquoi j'ai jamais été trop fan de ce genre de jeu. Mais je peux comprendre, en fait. C'est surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté en ligne. Tu dis que c'est un des premiers jeux en ligne que tu as fait. Mhm. Ou C'est premier. même le premier, ouais, tout Mais à ça se fait. passait comment? C'était genre 50 joueurs contre 50 joueurs, Ça dépendait, ouais, effectivement. T'avais des maps, d'ailleurs des maps même qui ont été reprises de certains épisodes de Ben of Brothers, notamment la fameuse map 40 ans. J'essaierai de trouver des illustrations pour la vidéo que j'ai squatté avec tous les copains de l'époque. En fait, les jeux en ligne, il y avait plusieurs modes. Il y avait alors le mode comment dire, le mode solo. Il y avait 50 mecs, peut-être pas 50 à l'époque, mais peut-être plutôt 30 ou 40. C'était chacun pour soi. Vous avez le mode, on va dire, en équipe. Match à mort en équipe, voilà. T'avais des modes conquête avec des drapeaux à capturer, etc., etc. Mais c'était pas tant, il n'y avait pas encore ce côté stratégie à l'époque. C'était quand même bourrin, mais pas autant bourrin pas autant même, tu sais, que les Call of de maintenant, un peu trop rapide, où les gens, ils ont une vitesse enfin, tu te dis plus de même si c'est pas de la triche, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu trop rapide. À l'époque, c'était rapide, mais pas trop. Il n'y avait pas ce côté agressif du jeu en ligne où tu comprends rien à ce qui se passe. Tu vois J'ai testé d'ailleurs récemment, là, il y a peut-être 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans, ils en ont sorti un pour rivaliser avec Fortnite. Je sais plus lequel que c'est. Ah, injouable. Ah, c'est injouable, on est C'est d'accord. Warzone, je crois que c'est Warzone, ouais, voilà. injouable. C'est pas pour moi. Je suis atterri en parachute et sur une map, Oui. il y a 100 Gugus et
Non, C'est super dur, quoi. C'est pour ça que je préfère jouer à Fortnite. Moi, je sais que je peux tuer des petits gamins de 12 ans. Oh, sorti du contexte, je recommence. On va la refaire. Je peux jouer à Fortnite et je peux me battre contre des petits gamins de 12 ans. Non, ça va pas non plus. Enfin, vous m'avez compris. Alors voilà, ouais, c'est vrai que je l'ai essayé. Mais encore une fois, le FPS, déjà que c'est compliqué. Mais en plus, voilà, il y a des mecs, apparemment, ils trichent, ils ont trouvé des combines. Oui, c'est ça. Mais à cette époque, il y avait encore ce côté, tu sais, découverte, bon enfant. C'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Donc il y avait ce côté, je pense qu'on avait tous conscience finalement qu'on avait entre les mains une petite pépite. Maintenant, des jeux comme ça, il en sort 15 par an. Tu vois ce que je... Et en fait, pour moi, la magie est un peu partie. Alors c'est peut-être le boomer en moi qui parle, mais à l'époque, le jeu, quand tu achetais un Call of Duty, tu étais assuré que pendant un an ou deux, tu n'avais plus de suite, à part quelques add-ons. Mais je veux dire, le jeu, tu le torchais, tu le ponçais pendant quelques années avant d'acheter la suite. Que maintenant, voilà, t'as l'impression qu'il en sort un tous les 6 mois presque. J'exagère un peu, mais à peine. Les Call of, c'est vrai qu'il y en a assez souvent. Hein. Il y a eu le dernier Call of ci, Call of ça. Tous les Call of d'ailleurs sont pas si mauvais que ça. Hein. Moi, j'ai d'ailleurs passé d'excellents moments sur les 2 premiers Black Ops. D'ailleurs, j'avais hésité à parler de ce Call of Duty là ou de Black Ops 1 parce que c'est une autre expérience qui m'a aussi marqué. Mais bon, passons. Avec le mode zombie, c'est ça? Le mode zombie existait déjà sur le World at War, donc c'était le premier Call of, non pas le premier, le deuxième Call of sorti je crois sur 3.6 ou PS3, enfin en tout cas console next-gen. Mais effectivement après il y a eu les modes zombies nazis qui ont continué sur... D'ailleurs je viens de prononcer nazi, j'espère que YouTube va pas nous censurer. Parce que bon, aussi c'est borderline, hein, mais bon c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai juste dit mode zombie, mais c'est pas grave, au pire tant pis. On coupera au montage. Non mais c'est pas grave, c'est de l'histoire tout ça, c'est de l'histoire. C'est pas parce qu'on prononce ce mot-là que ça y est. Mais bon, en tout cas... d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu m'as dit, parce que du coup, tu me disais que toi, c'était pas trop ta came. Les jeux vidéo, en tout cas, on va dire historiques, en tout cas réalistes, d'un point de vue réaliste, avec les FPS. Mais du coup, qu'est-ce que c'était ta came à toi, à ce moment-là, à l'époque? C'était plus sur le RPG, c'était quoi? Non, je me suis mis tard au RPG, c'est pareil, on en parlera après pour mon jeu. Non, moi j'étais encore resté sur... J'étais très FIFA en fait, je jouais au foot avec les potes, quoi, tu vois, FIFA, le FIFA, le PES, enfin tu vois, tous les jeux là, quoi. Tu te souviens du premier nom de PES, avant PES d'ailleurs? Tu te souviens quel nom ça? Quand même, ISS, International Superstar Soccer. Ouais. Non, mais parce que on y a joué dans tous les sens, ça. Voilà, c'est ça. Tu pouvais même, il y en avait un, je crois que c'était il datait de 96 ou 97. Tu pouvais changer la couleur des maillots. Ouais. Et en fait, les matchs, on passait tous au moins 10 minutes avant à se faire nos propres maillots et tout. Enfin, c'était génial. Parenthèse fermée. Ouais, mais on aurait pu aussi en parler. De toute façon, comme on dit toujours, choisir c'est renoncer. Il y a tellement de jeux. On en fera. On en fera d'autres, de toute façon. Hein, mais... Alors pour moi, pour commencer cette nouvelle série de vidéos, pour ce premier numéro, je ne pouvais pas ne pas mentionner le jeu qui a marqué ma vie de jeune adulte, le jeu, ou plutôt la trilogie de jeux qui a réellement marqué mes années 2010. Je veux bien sûr parler de Mass Effect. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que faudrait, je vous le cache pas, une vidéo de 4 heures pour faire le tour de toute la trilogie. Je vais rester donc en surface et vous expliquer pourquoi, pour moi, la trilogie Mass Effect, c'est absolument sublime et pourquoi vous devez absolument poser congé pendant 1 mois pour vous faire cette trilogie. Alors, Mass Effect, c'est une franchise développée par BioWare, un studio canadien, tu dois connaître. Ouais. C'est un space opéra de science-fiction en action RPG à la 3e personne, donc un jeu de rôle. Le premier, il est sorti en 2007, le deuxième en 2010 et le troisième en 2012. Alors, volontairement, je parlerai pas du décevant Mass Effect Andromeda qui est sorti en 2017 parce que finalement, c'est que un spin-off de la trilogie originale et il a pas la profondeur de la trilogie. Donc on va rester vraiment sur la trilogie principale. Mass Effect, alors je me souviens, j'avais dû recevoir le jeu, la trilogie, ça doit être pour Noël 2013 ou 2014.
J'en avais jamais entendu parler, mais mon beau-frère à l'époque, qui était un immense geek, m'avait promis que le jeu allait vraiment me faire voyager. Et il s'est pas trompé, hein, le bougre. Alors d'ailleurs, Vic, si tu m'entends, encore merci pour ce cadeau. Alors le pitch du jeu, je vais vous l'expliquer, enfin je vais te l'expliquer parce que tu n'y as pas joué, il me semble. Je n'ai jamais joué à Mass Effect. C'est un Alors le jeu, je sais, mais je vais essayer de te convaincre. D'ailleurs, en plus, je pourrais presque te le prêter si t'es sage. Alors le jeu se déroule en 2183 dans notre galaxie, donc dans la Voie lactée. À cette époque, il faut savoir que depuis quelques années, la race humaine a découvert sur Mars des traces d'une civilisation éteinte depuis des millénaires, ce qui a permis donc aux humains de découvrir ensuite des relais cosmodésiques. Alors, les relais cosmodésiques, c'est des espèces de Stargate gigantesques dans l'espace qui permettent de se déplacer à la vitesse de la lumière dans les trous de verre à travers la galaxie. Voilà. Dès lors, donc, à partir de là, après cette découverte, les humains vont progressivement entrer en contact avec des centaines de races extraterrestres dans ce qui peut être comparé, si tu veux, à une confédération galactique. Voilà le début, voilà la situation du début. Et donc, en fait, Mass Effect, ça relate la quête du commandant Shepard, qu'on incarne, le commandant Shepard, à bord du vaisseau qui s'appelle le Normandie, d'ailleurs, certainement en hommage donc à la Deuxième Guerre mondiale. Et son but au commandant Shepard, c'est d'empêcher un certain Saren Arterius, qui est un membre des Spectres. Alors les Spectres, c'est un peu les équivalents des Jedi, mais sans le pouvoir de la Force, en fait. C'est une espèce d'armée d'élite qui est là pour protéger la galaxie. Et donc le commandant Shepard doit empêcher ce Spectre renégat de mener une armée de Geth, qui sont des machines avec une forme d'intelligence collective. Il doit l'empêcher donc de conquérir la galaxie. Et durant sa poursuite de Saren, Shepard va recruter donc plusieurs compagnons de différentes espèces dans son équipage, et il va découvrir aussi progressivement les véritables motivations de Saren. Il va découvrir par exemple que en fait derrière tout ça il y a une mystérieuse race extraterrestre. Je vais pas spoiler, c'est pas vraiment extraterrestre, on va dire, c'est aussi une sorte de mi-machine, mi-conscience, intelligence artificielle, c'est un peu particulier. Donc il s'appelle les moissonneurs, les Reapers. Et ces Reapers détruisent toute vie intelligente en fait dans la galaxie tous les 50 000 ans. C'est une sorte de cycle apocalyptique en fait. D'accord. Voilà le pitch, très simplifié parce que on est en surface. Hein. Alors Mass Effect en fait, ce que j'ai adoré, c'est que dès l'intro du jeu, on te propose, comme ça se fait maintenant de plus en plus, de créer ton propre personnage, homme ou femme, à ton image, pour une meilleure immersion. Alors je me souviens la première fois que je me suis créé le commandant Gérald de Shepard, il avait le crâne lisse, une belle barbe et tout, enfin, tu vois, le beau gosse quoi, t'imagines bien. Mais c'est vrai que c'est assez génial parce que tu passes déjà une heure à te créer tes yeux, machin, pour vraiment qu'ils te ressemblent, et après tu gardes ce visage-là sur les trois jeux, et c'est incroyable. En termes d'immersion, c'est assez fou. Donc il y a deux choses à retenir pour moi également pour Mass Effect, au-delà de la durée de vie, qui est absolument gigantesque dans un monde ouvert. C'est le fait que chaque choix de dialogue, chaque interaction, chaque décision que tu prends va changer drastiquement la suite de l'aventure, en fait. D'accord. Donc l'immersion est vraiment totale avec ces choix multiples. Et l'autre point qui fait pour moi de Mass Effect un univers incroyable, c'est le soin apporté, si tu veux, au background de tous les personnages, de toutes les races, de toutes les planètes. Il y a un lore en fait, c'est ça dans le jeu ? Il y a un lore absolument gigantesque du niveau de Tolkien ou de Star Wars en termes d'univers, voire même mieux en fait. T'as un nombre de races impressionnantes et t'as la possibilité d'étudier en fait chacune d'entre elles parce que tout est raconté en fait. Tout est raconté dans donc voilà, t'as des textes, tu peux lire, enfin c'est absolument extraordinaire. Leurs origines, leurs politiques, leurs croyances religieuses, les antagonismes entre les races, parce qu'il y a beaucoup de racisme entre races extraterrestres aussi, tu t'en rends compte assez vite. En gros, si tu passes comme moi ton temps à jouer toutes les quêtes annexes,
annexe, pardon, à découvrir les lieux, à lire l'histoire de telle ou telle race, telle ou telle planète, t'as facile pour 150 heures de jeu rien que sur le premier, quoi. Rien que sur le premier, d'accord. Ah, Voilà. oui. Donc, voilà, Mass Effect, c'est également, alors c'est une bande son absolument incroyable, notamment avec un certain Clint Mansell qu'on ne présente plus, qui lui a sévi dans le troisième opus. Et je pourrais bien sûr parler de Jack Wall et Sam Hulick qui ont composé des thèmes, mais alors envoûtants au possible. Je me souviens les premiers jours où j'ai déambulé dans les couloirs de la Citadelle. Alors la Citadelle, c'est un peu une espèce de capitale galactique où t'as des ambassades, t'as plein de choses, et c'est immense. Et t'as des missions qui durent plusieurs heures là-dedans en fait, et tu y retournes régulièrement à la Citadelle. Je me souviens les premiers jours, donc je déambulais dans les couloirs et je jouais. Donc tu cherches tes acolytes et tout, tu joues pendant des heures et t'as cette musique, cette ambiance qui te transporte à tel point j'en faisais des rêves la nuit en fait. Des rêves avec la musique et tout en tête. Enfin, c'est absolument incroyable. Le scénario qui est complètement fou, le charisme des personnages, les enjeux, les romances. Alors oui, les romances, tu as bien entendu, parce que en fait, tu peux créer des liens amoureux avec certains personnages, humains, non humains. Alors, c'est absolument génial. On a évidemment tous été charmés par l'intelligence et la bienveillance de Liara Tsoni, ou par les charmes et les formes avantageuses de Miranda Lawson. Réellement, alors c'est un mélange RPG, monde ouvert, interaction, choix multiples, le tout dans un univers de science-fiction saupoudré de politique, d'aventure, de mystère, d'exploration. On est sur un jeu vraiment complètement fou qui pour moi n'a jamais eu de prédécesseur en fait, enfin pas de prédécesseur, n'a jamais été égalé en fait. Égalé, ouais. Vraiment, c'est. Alors, vous savez, on dit souvent que Star Wars n'a pas d'équivalent en termes de richesse d'univers, si ce n'est celui du Seigneur des Anneaux. Bah, moi, franchement, je te dirais que l'univers de Mass Effect, il est certainement au minimum, si ce n'est mieux, voire plus puissant et complet que celui de George Lucas ou de celui de Tolkien. Je vais même dire sans trembler, il est plus cohérent, il est moins lisse, il est plus riche et plus réaliste en fait. Donc le charisme des personnages, les dialogues, le scénario, c'est sublime. C'est vraiment sublime. On est sur une aventure épique qui dure 3 opus où une amitié créée dans le premier épisode peut te sauver la vie en fait dans le troisième. Tu vois, c'est. Est-ce qu'il y a une vraie continuité finalement mais il y a une continuité en fait. Tu peux pas jouer aux 3 sans avoir joué aux 2 autres en fait. Tu peux. Mais ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que tu es censé garder tes sauvegardes dans la console. Tu as tout, tu as tes sauvegardes d'un jeu à l'autre, il reprend absolument tous les éléments en fait, tous les éléments des autres jeux. Tu as des thèmes super forts qui sont abordés, comme par exemple le racisme, la colonisation, l'intelligence artificielle, l'eugénisme. Tu as des choix cornéliens à faire entre sauver des amis qui te sont chers ou sacrifier pour sauver le plus grand nombre. Enfin, c'est des choses vraiment ça peut pas te laisser indifférent. Je pense notamment à une des histoires, c'est ce peuple qui s'appelle les Krogan. C'est un peuple très vindicatif, une race extraterrestre de bourrins en fait, si tu veux, qui a subi en fait un génophage, un génocide, donc créé artificiellement par une autre race extraterrestre qui, pour sauver la galaxie des méfaits des Krogan, ont purement et simplement fait un génocide de masse. Donc il n'y a plus que quelques Krogan survivants. Et en fait, ces Krogan-là, tu vas être amené à faire équipe avec à un moment donné. Et pour pouvoir t'en sortir, il va falloir que tu fasses le choix soit d'annuler le génocide en cours, avec le risque qu'un jour ils se retournent contre toi, soit leur mentir. Enfin, c'est absolument, c'est vraiment prenant, quoi. T'as des choix comme ça où tu te dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sacrifie une race entière et moralement ça ne fait pas, ou est-ce que je les sauve parce qu'ils peuvent m'être utiles, mais par contre ils vont faire chier d'autres personnes. Enfin, tu vois, c'est je pense au jeu que tu m'as fait découvrir, Odyssey.
au début où tu as le choix de sauver la famille là tu sais qui est malade, Ouais, bah qui a la peste. ça. Alors si maintenant tu choisis de sauver la famille, le village entier devient a été brûlé, alors que si tu choisis de tuer la famille, le village n'est pas mort. Par contre, bah voilà, t'as quand même du sang sur les Et mains, les quoi. conséquences, tu les as bien plus tard, ouais. Voilà. Mais d'ailleurs dans ce jeu, je rebondis, je me permets de t'interrompre, hein. Bien sûr. Hein. Parce que du coup, tu me dis qu'il y a beaucoup de choses, tu peux influencer l'histoire à beaucoup d'endroits. Au final, est-ce qu'il existe plusieurs fins du jeu ou finalement, ouais, donc tu sais Il combien existe plusieurs fins. Il existe plusieurs fins de chaque jeu, en fait, Ouais. déjà. Et en particulier, sans spoiler, bien évidemment, pour ceux qui voudraient découvrir, la fin du troisième n'a pas fait l'unanimité, en fait, parce il y a 3 fins différentes. Mais il n'y en a aucune des 3 qui est, on va dire, satisfaisante pour le joueur. Ouais. Sans spoiler, moi j'ai rien contre. Franchement, honnêtement, le voyage est tellement génial du premier jusqu'au troisième. T'as passé plus de 250-300 heures dessus. Tu t'es attaché à tes personnages, ceux qui sont encore en vie, parce que bien sûr tu vas perdre des. T'es pas obligé, mais il y a de fortes chances quand même que tu perdes certains d'entre eux. Que finalement la fin, je veux pas dire qu'elle est anecdotique, mais moi elle m'a pas brisé comme certains. C'était, tu sais, c'est toujours pareil. On peut parler de Lost, la fin ne plaît pas à tout le monde. Il y a plein de séries comme ça qui sont géniales, qui sont prouvées de A à Z. Et à la fin, bon bah voilà, c'est pas ce que les gens avaient imaginé et tout. Là en l'occurrence, moi la fin je la respecte. Je trouve que justement elle t'amène à une réflexion qui est assez intéressante. Mais voilà, donc si tu veux, Mass Effect, les 3 sont ressortis sur les consoles PS4 et PS5 l'année dernière en version remaster. Donc les 3 jeux plus les DLC, le tout sur un seul disque. Je peux que t'inciter à y jouer. Moi je l'ai acheté, si tu veux je te le prêterai. Bien sûr le premier il a pris un petit coup de vieux, hein, parce qu'on parle d'un jeu de 2007. Ça me gêne pas. Voilà, c'est un petit peu au début, c'est un petit peu. Puis c'est le mode RPG, donc tu vois. Là, t'as un inventaire qui est assez complexe dans le premier, t'as beaucoup de choses. Après, ils ont simplifié un petit peu dans le 2 et le 3. Parce que le premier, si tu veux, c'est vraiment le monde ouvert, l'exploration. Dans le 2, ils ont mis plus en avant le côté action. Donc, t'as moins de choix en termes d'exploration, même si tu en as quand même pas mal. Et le 3, pareil, tu vois, on est moins sur ce côté monde ouvert. Et en termes d'inventaire, ils ont simplifié aussi énormément. Parce que c'est vrai que sur le premier, ça te prenait beaucoup de temps. Enfin voilà, mais c'est tellement riche, tellement prenant. Finalement, tu verras même pas les défauts du gameplay, en tout cas sur le premier. Hein. C'est d'ailleurs toute la difficulté de tous les RPG, c'est souvent l'inventaire qui fait chier, Ouais, parce que soit c'est bien fait et t'as pas l'impression d'être dans un jeu vidéo, soit au contraire c'est tellement en fait il passe tellement de temps ou c'est tellement mal agencé que ça te sort vraiment de l'univers et tu sais que tu joues à un jeu vidéo. Et le must, c'est quand un jeu vidéo réussit à te faire utiliser un inventaire finalement sans t'en rendre compte presque. Tu vois, il y a des jeux qui arrivent très bien. Il y a des jeux où c'est encore maintenant, hein, le problème de l'inventaire, c'est des problèmes qui sont encore connus maintenant. Hein. Skyrim, ça a pas fait l'unanimité à l'époque à cause de ça aussi, parce que l'inventaire était, voilà, c'était quand même assez compliqué, quoi. Mais là, ce qui est intéressant en plus, c'est que t'as ton inventaire, mais tu as aussi celui des personnages autour. C'est-à-dire que quand tu es en mission, tu peux t'entourer tu dois t'entourer de 2 personnages. Et tu choisis lesquels, en fait. C'est-à-dire que tu as le choix pour chaque mission. Tu dis, bah, celle-là, je vais la faire avec Liara et avec Garrus. Celle-là, je vais la faire avec Vrex et avec machin. Tu vois, tu peux choisir. Et en fait, tu contrôles aussi leur inventaire à eux. Donc, les possibilités sont tellement immenses et tellement multiples que voilà, c'est un coup à prendre au début. Après, tu gères l'inventaire une fois toutes les 10 heures, ça suffit amplement, quoi. Hein. Ce jeu-là, j'aime bien y jouer parce que je l'ai rejoué. J'ai dû le rejouer au moins 3 ou 4 fois.
C'est intéressant de voir en fait différentes versions, des choses que tu n'aurais pas fait la première fois. Tu tentes autre chose. Bon, c'est sûr, ça te prend du temps, mais voilà, ça reste un jeu tellement génial sur tous les points de vue et qui a une fanbase encore très très forte parce que on attend tous en fait le Mass Effect 5 puisque le 4 existe même si c'est un spin-off. On attend tous la suite parce qu'on sait que dans le nouvel opus on va retrouver des personnages de la première trilogie. Alors je sais pas comment ils vont amener ça par rapport à la fin justement de cette trilogie, comment ça s'est terminé. Mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'ils nous refassent un Mass Effect digne de ce nom. En tout cas, voilà, mon cher Flo, c'était ma déclaration d'amour à Mass Effect. Je sais que tu l'as pas essayé. J'espère t'avoir convaincu. T'as convaincu, c'est le cas. Après, c'est le temps. Ah bah ça. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un jeu, c'est assez rigolo parce que je vois beaucoup de gens qui en parlent. Ça a ruiné des couples en fait. C'est ce genre de jeu qui a ruiné des couples parce que parce que je te dis encore une fois, tu te retrouves à vivre vraiment intensément ces aventures et à passer beaucoup de temps dedans. Donc voilà, mais c'est tellement bon que voilà. Et il y a eu des livres. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de film ou de série qui était sorti parce que tout est là en fait. T'as vraiment tous les éléments en fait, les scénarios existent, les histoires, les possibilités, les personnages, le background, tout est là en fait. Maintenant, est-ce que les droits n'ont pas pu être acquis? Je sais pas. Ils en parlaient à une époque, mais après, tu sais que souvent les jeux vidéo adaptés en film, oui, c'est souvent une catastrophe. Donc 99% du temps, c'est pas terrible non plus. Donc, faudrait vraiment que ça tombe dans les mains d'un passionné de jeux vidéo et puis surtout, c'est pas le même format, quoi. Comment t'adaptes ça en film pour que ça donne envie aux gens de rester devant l'écran? Enfin, peut-être limite en série. Quelque part, comme tu me dis que c'est une série, tellement vaste, ce serait peut-être plus viable. J'ai déjà pensé, je me suis déjà imaginé ce que ça pourrait donner en série. Ce serait parfait, en fait. Parce que regarde la série qui cartonne sur le jeu, d'ailleurs que je n'ai encore une fois pas pu essayer, c'est The Witcher. The Witcher avec c'est une série qui cartonne et c'est un jeu vidéo qui est culte pour beaucoup de gamers et apparemment le format série colle parfaitement à l'histoire, quoi. Alors ça je pourrais pas dire, écoute, j'ai joué très peu, j'ai essayé la série, j'ai abandonné en plein milieu parce que moi je la trouvais un petit peu trop, alors je sais pas comment est le jeu à ce niveau-là, mais il y avait un côté trop Netflix, si tu vois ce que je veux dire, en termes d'enjeux, de personnages et de mise en scène. Oui. Voilà. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont adoré les jeux, qui m'ont dit que c'était quand même relativement fidèle. Et alors effectivement, est-ce que la patte Netflix... Après, encore une fois, Netflix, ils font beaucoup de merde, mais ils nous ont aussi pondu des chefs-d'œuvre, donc c'est compliqué. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, mais bon. Et en tout cas, non, tu m'as convaincu, ça c'est sûr. Hein. Bon, tant mieux. En tout cas, les amis, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, de nous écouter en podcast sur Spotify. Vous retrouvez cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous en commentaire si vous avez joué à ces jeux. Surtout quels sont les vôtres, vos jeux préférés. On fera très prochainement un nouvel épisode similaire avec d'autres jeux, parce qu'on en a encore plein sur lesquels on a envie de s'épancher. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.